Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Asus Zenfone Zoom, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez également devant vous. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test. On va prendre le temps de le détailler, ce Zenfone Zoom, un mobile très intéressant, très original et atypique. Il s'agit d'un photophone et bien évidemment, vous l'imaginez, c'est sans doute l'un des points forts de ce téléphone, c'est même le gros truc de ce téléphone, c'est son énorme capteur photo dorsal sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants lorsque je parlerai de la qualité photo. Mais voilà, ce téléphone a donc plein de points originaux, atypiques, des spécifications assez sympathiques tout de même, il faut vraiment le dire. On est vraiment en face d'un téléphone qui a beaucoup de bons points, mais le bilan n'est pas complètement rose. Donc il y a aussi quelques petites choses à dire, notamment par exemple au niveau de l'encombrement, on est sur un téléphone qui est vraiment encombrant. Mais bon, c'est la contrepartie d'un gros capteur photo. Bon, voilà, je suis déjà en train de vous donner un certain nombre de points que je vais détailler plus en avant dans cette vidéo. Le Zenfone Zoom que vous voyez devant vous ici est celui qui est connu sous la référence ZX551ML. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que certaines variantes peuvent exister au niveau des téléphones, notamment chez Asus. Et il suffit de changer de référence, il suffit de changer d'un chiffre pour avoir des spécifications qui varient. Ici, on est sur le mobile qui est destiné au marché européen, donc c'est le ZX551ML. C'est un téléphone qui a été commercialisé il y a quelques semaines au prix donc de lancement maximum conseillé client donc de 549 €. Il faut savoir que sur le web, on arrive déjà à le retrouver à moins de 480 €, voire même, j'ai déjà trouvé ce téléphone en bon plan à 429 €. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous recherchez ce téléphone, en tout cas, si vous voulez l'avoir au meilleur prix, sachez qu'en vous rendant sur le site de Top 4 Phone sur un lien que je vais mettre ici, qui est le comparateur de prix, eh bien vous pourrez tout simplement trouver la meilleure affaire donc pour ce fameux téléphone, le meilleur prix. Voilà, donc c'est un lien qui se trouve ici en annotation, mais aussi dans la description de la vidéo. Voilà, fin de petite parenthèse. Donc le Zenfone Zoom, un téléphone, comme je vous l'ai indiqué, qui est donc certes un photophone, ça je vais en reparler, mais qui est aussi, et là on va faire le tour du propriétaire, mastoc. Il a des dimensions qui sont quand même conséquentes, un poids qui n'est pas déraisonnable en soi, mais ce qui est assez étonnant, c'est que malgré le poids qui n'est pas déraisonnable, on a vraiment l'impression de lourd, quoi, de quelque chose dans la main. Il y a quelque chose là. Alors, si on prend eh bien les dimensions, donc, tout ça, ça va vous donner une idée aussi de la prise en main. On est sur un téléphone donc, qui est doté d'un écran de 5,5 pouces sur sa face avant et qui a des dimensions généreuses, parce que bien sûr cet écran il faut bien le placer quelque part. Donc on est sur un téléphone qui fait 15,9 cm de long, qui fait 7,9 cm de large et qui fait 1,2 cm d'épaisseur au niveau de son épaisseur maximum, c'est-à-dire ici au niveau du capteur photo dorsal, qui forme, vous l'avez compris, eh ben, une sacrée excroissance. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un jeu de lentilles à l'intérieur qui est quand même relativement évolué, il faut le dire. Et ce jeu de lentilles, ben là aussi, il faut bien le mettre quelque part. Et forcément, ben ça donne un bloc assez conséquent au niveau du dos du téléphone, qui est celui du capteur, puisque le capteur photo, ben en fait, il prend vraiment une large partie ici. Enfin, c'est surtout le jeu de lentilles hein, qui prend une grosse place. Voilà. Donc ça, c'était pour la notion d'encombrement. Autre parenthèse, ce téléphone, il est doté de 2 couleurs. Il est disponible en 2 couleurs. Vous avez ici la version qui est noire et cadre gris. Il existe aussi en blanc et cadre doré. Voilà, donc là on est sur la version que je vais qualifier de plus sobre. Voilà, la version qui est un peu moins bling bling parce que blanc cadre doré, ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est vrai que là pour le coup, je suis un peu plus fan du noir et gris. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Ce téléphone est donc doté, vous l'avez bien compris, d'un écran de 5,5 pouces sur sa face avant, surmonté du marquage Asus, de l'écouteur, du capteur photo frontal, ainsi qu'il y a bien une lettre de notification, mais elle est très discrète ici. Très discrète parce qu'on ne la voit pas parce qu'elle n'est pas allumée, mais elle s'allume, je vous rassure, en rouge, notamment multicolore RGB. Et on a en dessous du téléphone ici 3 touches sensitives dont on pourrait penser qu'elles sont rétroéclairées, mais ce n'est absolument pas vrai. En fait, elles ont un effet miroir. Donc bon, là aussi, je suis en train de vous montrer l'effet miroir avec les reflets de caméra, soit, mais il y a bien un effet miroir. Alors, il y a aussi des notes de style sur la face avant, notamment avec cette partie basse, bandeau là, un petit bandeau effet métal, qui se retrouve assez généralement sur les Zenfone de Asus, donc la gamme Zenfone. Voilà, c'est un peu leur note de style. Alors sur le côté gauche du mobile, alors on va noter aussi que sur le côté gauche, mais aussi sur tous les côtés, en fait, il y a un pourtour métallique. En fait, le châssis du téléphone est en métal, donc on retrouve bien un cadre métallique. Rien sur le côté gauche. Sur le dessus du téléphone, on retrouve une entrée micro secondaire ici, ainsi que le jack 3.5, très bien placé, bonne découpe, rien à redire. Sur le dessus du mobile, on retrouve plusieurs choses. On retrouve ici notamment un bouton raccourci appareil photo, voilà, sur lequel on peut appuyer longtemps. On retrouve également ici le bouton on-off et le bouton contrôle de volume plus-moins.
qui sert aussi pour information de zoom. Vous pouvez aussi zoomer avec le bouton de contrôle de volume plus-moins. Un tout petit peu de jeu au niveau des boutons, c'est pas non plus catastrophique, mais il y a un tout petit peu de jeu au niveau des boutons et ça peut émettre, voilà, vous l'avez compris, ce petit cliquetis. Sur le bas du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire ainsi que le connecteur micro USB, une petite fente qui permet de retirer le cache batterie et ici un emplacement pour la Dragon qui est fourni d'ailleurs avec le téléphone. Je vous engage à voir la vidéo de déballage pour en savoir plus. Petite parenthèse, quand je vous parle notamment de la fente pour retirer le cache batterie, il faut savoir que le cache batterie, donc c'est un cache batterie qui fait effet cuir, c'est de l'effet cuir mais ça reste du plastique, qui prend donc place sur un cadre métallique, ce qui fait qu'en fait ce sont des pattes en plastique qui vont se clipser dans un cadre métal. C'est extrêmement pénible et difficile à enlever. Alors heureusement vous n'allez pas faire ça tous les 4 matins, mais voilà, il faut vraiment le faire avec les ongles, c'est très très particulier. On a presque peur de casser les petites pattes justement du cache batterie à chaque fois. Bon, c'est assez particulier et assez... voilà, j'aime pas trop ce craquement, mais il n'y a pas d'autre choix. Voilà, donc vous pouvez retirer le cache batterie. Le cache batterie, donc comme je vous l'ai dit, hein, on a cette impression de cuir. Voilà. Même le constructeur d'ailleurs dit que c'est du cuir. Je suis assez étonné parce qu'au final, moi ça m'a vraiment l'air d'être du plastique. Hein. C'est du cuir de pétrole ça. Hein. Donc bon, ok. On a à l'intérieur du téléphone ici 2 emplacements. On remarquera ici l'emplacement de la carte SIM format micro et ici l'emplacement de la carte micro SD, donc pour rajouter de la mémoire. Particularité, il semblerait que ce téléphone existe aussi en dual SIM, ce qui n'est pas le cas donc pour le marché européen, ou en tout cas pas sous cette référence. On notera ici aussi la présence de la batterie, mais vous l'avez remarqué, il y a un cadre en plastique qui est vissé au téléphone. Alors c'est pas compliqué de le dévisser, mais on va éviter de faire ce genre de choses. Ça c'est la garantie qui le fera, c'est le service après-vente. Mais effectivement, il y a une batterie qui est donc bloquée par un cache supplémentaire en plastique qui est vissé et qui vous empêche donc de l'atteindre et de l'enlever. Donc c'est une batterie non extractible, vous l'avez compris, en face de vous. Après on imagine que pour la changer c'est faisable hein, avec ce jeu de vis, mais personnellement je vous engage à ne pas le faire. Il y a des services après-vente qui sont faits pour ça, il y a des experts qui sont faits pour ça, et en général il vaut mieux payer 20 € et ne pas casser un téléphone que de s'amuser à faire n'importe quoi. Voilà, donc ça c'était pour la notion de design. On est sur un téléphone qui est quand même mastoc, hein, vous l'avez compris. Et alors 185 grammes, je vous le disais tout à l'heure, le poids est pas déraisonnable. 185 grammes, c'est pas dingue. Il y a des téléphones qui font ce poids-là, hein. C'est pas le premier, c'est pas le seul. Sauf que quand on le prend en main, on a vraiment cette impression de lourdeur. On a vraiment le côté mastoc qui revient du téléphone. Alors, ça peut être désagréable pour certains, c'est-à-dire le poids, hein, le sentiment de poids peut être désagréable. Pour d'autres, ça peut être un effet positif parce que ça donne le sentiment d'avoir quelque chose de mastoc, de solide. Et c'est vrai que ce téléphone, quelque part, il est quand même solide. Hein. Je le rappelle, cadre métallique, ça contribue à la rigidité du téléphone et à la solidité du téléphone. Autre bon point, la vitre est une Corning Gorilla 4, donc qui est traitée anti-rayures et anti-casse. Encore un bon point supplémentaire. Donc au niveau du choix des matériaux, Asus a bien fait son travail. On pourra peut-être regretter que le dos en plastique est en plastique et non pas en cuir. D'un autre côté, techniquement, ça aurait été compliqué. Donc on est bien sur un téléphone qui a un très bon niveau de finition. Il faut vraiment insister sur ce point-là. On est en face d'un téléphone qui ne démérite pas et qu'on peut qualifier de haut de gamme, clairement. Alors au niveau de l'image, alors on est sur un écran qui est un écran de 5,5 pouces, je me répète, qui est un écran IPS. Alors, particularité des écrans IPS, c'est qu'on a des bons angles de vision. Généralement, on arrive à avoir une bonne luminosité, donc on n'a pas de problème là-dessus. Hein. Bons angles de vision, vous voyez, hein, vraiment, on arrive à voir l'image. Elle ne décroche pas avant d'arriver vraiment à un angle assez impressionnant. Ça, c'est un bon point. Le point négatif de cette technologie, entre guillemets négatif par rapport à du Super AMOLED, c'est que le Super AMOLED a quand même un taux de contraste qui est meilleur. Donc les noirs sont encore plus profonds et les couleurs sont généralement plus dynamiques, plus vives. Ici, on reste malgré tout sur quelque chose de très intéressant au niveau de l'image. Donc on est sur une image en plus sur un écran donc, qui est un écran Full HD, hein, un écran 1920 pixels par 1080 pixels. Donc on a une densité de pixels qui est très satisfaisante puisqu'on a 403 pixels par pouce. Donc clairement, pour voir les pixels à l'œil nu, il faut vraiment bourriner. Il faut y aller avec un gros zoom de caméra. Et encore, vous voyez, même en forçant le zoom de la caméra, c'est plutôt le zoom qui décroche que les pixels qui apparaissent. Vous voyez, donc on a vraiment une image qui est hyper nette. Ça, c'est un aspect très positif de ce téléphone. Bonne luminosité. Ça, il faut vraiment insister là-dessus parce que c'est la techno IPS qui permet ce genre de choses. Globalement, bonne gestion des couleurs, même si on pourra lui noter une petite particularité, c'est qu'on a tendance en natif à teinter vers quelque chose qui est plutôt blanc-bleu, donc plutôt une couleur froide, que vers une couleur chaude. Moi, je préfère. Je préfère quand même les couleurs plus froides blanc-bleu, et en plus, c'est renforcé par le fond d'écran que vous voyez qui est bleu ici, mais on a vraiment une couleur qui tend à aller vers le blanc-bleu, donc plutôt froide, qu'une couleur chaude qui tend à aller vers le rouge.
Mais vous avez cette particularité dans ce téléphone de disposer d'un mode qui s'appelle le mode Splendid. C'est comme ça que ça s'appelle, Splendid. Et Splendid, ça permet tout simplement de régler la couleur de la température, donc c'est vraiment la couleur justement de ce téléphone. Et de le teinter plus vers le rouge, vous voyez, ou alors d'aller plus dans les teints froids, donc vers le bleu. Bon, c'est à peine perceptible à l'œil nu. Là, on rétablit les réglages par défaut. Mais bon, voilà, il y a bien cette possibilité de régler les couleurs. Alors, une micro-variation, ça suffit à changer le perçu hein, de la part de l'utilisateur. Donc, vous voyez, c'est un point positif quand même au niveau de cet écran, c'est que la teinte native peut être améliorée, peut être customisée, on va dire. Améliorer, c'est pas vraiment le mot, c'est personnalisé. Alors, l'écran est donc satisfaisant. Et donc, quoi de mieux que de vous lancer une petite vidéo pour vous donner une idée de la qualité, justement, de cet écran. Donc, on va prendre une application que j'ai installée, donc qui est une application VLC. Vous le savez, j'utilise très rarement lors des tests les applications par défaut au niveau de la vidéo, parce qu'elles ont du mal à gérer certains codecs. Donc pour le coup, une bonne application comme VLC, ça fait le travail, ça le fait bien. Donc l'image est belle, vous voyez, c'est fluide. Autre point supplémentaire d'ailleurs, quand je vous le dis, c'est fluide au niveau de l'image. Alors bien sûr, je vais vous en reparler avec les performances du téléphone. C'est fluide au niveau de l'écran aussi, hein. Il n'y a pas de phénomène de saccade, pas de phénomène de sorte de vaguelette au niveau du mouvement. Donc là on est bien. Là on est bien, on est sur un écran qui donne plaisir à être regardé pour un film. Voilà, donc c'est fluide, rien à redire. Alors ça m'amène aussi, là on vient d'écouter aussi un peu de son, hein, on vient de se faire une idée sur le son. On va quand même aller un peu plus loin et on va encore une fois de plus. Alors cette fois-ci je vais prendre l'application native pour la musique, parce qu'un MP3 pour le coup, ça reste un MP3 en général, il n'y a pas trop de problème de compatibilité. Il faut juste que je la retrouve. Alors musique, elle est là. C'est une application qui a été, qui est proposée tout simplement par Asus. Hein. Donc ça fait partie de la surcouche sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants. Alors vous allez comprendre ce que je veux vous montrer, ou en tout cas ce que je veux vous faire entendre, ici avec cette application. Donc le téléphone est posé sur une table. Le téléphone est décollé. Le téléphone est posé. Alors particularité, vous l'avez compris, quand le téléphone est posé sur une table, voilà, on écoute un peu. Je mets le son un peu plus fort quand même, au max. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est, vous l'avez bien compris, quand le son donc de ce téléphone est véhiculé par le haut-parleur et que le haut-parleur donc du téléphone est en contact avec une table, bah, le son devient un tout petit peu plus étouffé. Mais c'est pas dramatique, parce que pour une fois, on a un téléphone qui a un tel arrondi au niveau du dos, avec une telle épaisseur, donc une caisse de résonance, que finalement le haut-parleur arrive quand même à sortir du son qui reste relativement clair, même quand le téléphone est posé sur une table. Donc ça c'est un bon point, c'est une contrepartie finalement positive d'une épaisseur et d'un arrondi du dos. Donc bon, point positif. Autre point positif, donc le son peut aller relativement haut, il est relativement puissant, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est assez satisfaisant à ce niveau-là. Donc là on vient de parler du haut-parleur, le son, autre notion peut être donc boosté via une application native, alors faut-il autant que je la retrouve, qui est une application Equalizer, que je sens que je vais galérer à retrouver, donc je vais pas me galérer 3 heures parce que sinon ça va être pénible au niveau de la vidéo, mais il y a bien une application d'Equalizer, donc je vais peut-être la retrouver là-bas tout à l'heure. Il me semble que c'est un réglage au niveau du son, est-ce qu'on va y aller là? Au niveau du son, ah, vous voyez je fais une parenthèse, ah, c'est le petit moment de break, hein. Voilà, son et notification, sonnerie, ok, voilà, non, bah non c'est pas là, bon bah, je sais pas, je vais pas réussir à retrouver comme ça, je suis sûr en plus le pire de cette histoire c'est que je suis en train de passer à côté. Il y a bien un Equalizer mais j'arrive pas à le retrouver comme ça en natif, en instinct. Bon, je le retrouverai tout à l'heure, bon, c'est pas très grave. Mais bon, il y a bien un mode Equalizer qui a 4 défauts, 4 modes pré-réglés par défaut et que vous pouvez régler au niveau de la balance, et notamment au niveau des basses. Donc les 4 modes par défaut sont cinéma, musique, jeu et voix. Vous pouvez laisser le téléphone se débrouiller en automatique, ce qui fait que bon, il va essayer de gérer un petit peu en fonction de ce qu'il entend, de ce qu'il comprend, et bien il va essayer de gérer le mode de pré-réglage, ce que je déconseille absolument parce qu'en général il se plante. Il a du mal à savoir ce qui est un film de ce qui est une musique, pour peu qu'il y ait un peu trop de musique dans votre film, vous voyez, donc bon. Mais il y a bien un Equalizer qui, pour le coup, lorsque vous le mettez en mode manuel, lorsque vous le réglez vous-même à la main, eh bien il est efficace. Bon, bah, pour le coup, maintenant il faudra que je le retrouve, parce que je ne sais pas où je l'ai mis, je ne sais pas où il est. Bon, il doit être quelque part, là, je le retrouverai bien tout à l'heure pendant le test. Je vous le montrerai. Bon, on va pas s'attarder outre mesure là-dessus.
Donc au niveau du son, au niveau du jack 3.5, rien à redire. D'ailleurs pour information, le son qui est véhiculé par le jack 3.5 peut être puissant. Donc il n'y a pas de bride, il y en a une effectivement, puisque arrivé à 80% du son, il y a une alerte qui se déclenche qui vous demande si vous voulez aller plus haut. Bon, ça arrive une fois, c'est la première fois que justement vous mettez le son au max. Mais le son, quand il est poussé au max via le jack 3.5, pour peu que vous ayez un casque qui marche bien derrière, il n'y a pas de problème, hein. C'est puissant, ça véhicule bien le son. Alors il est temps de passer aux performances de ce téléphone. Alors, le téléphone, vous le savez, je le valorise systématiquement avec des applications de benchmark telles que Antutu. Alors ici, on est sur la V6.1.4 de mémoire. C'est bien ça, V6.1.4. Et on arrive sur un score de près de 65 000 points. Alors, c'est pas le score le plus bluffant qui soit aujourd'hui en 2016, d'autant qu'il y a des téléphones alors, qui sont peut-être plus chers quand même, hein, 600-700 €, qui arrivent à 120 000 points. Mais on est sur un téléphone qui est suffisamment puissant pour tout faire fonctionner sur le Play Store. Il n'y a pas un jeu 3D, il n'y a pas une grosse application qui peut lui poser problème. À tel point que par exemple, j'ai déjà fait des séquences de jeu avec Real Racing, ça marche très bien, et Asphalt 8. Bon, pour le coup, parce qu'à chaque fois que je fais un test, je lance Asphalt 8, je vais lancer Asphalt 8 ici, mais hop, vérification des fichiers requis. Non, c'est bon ou ça va me retélécharger tout ça? Ah là 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 là, c'est le fail de cette vidéo, c'est le fail. C'est le gros fail de la vidéo. Bon, donc du coup, ça ne sera pas d'Asphalt 8, hein, on va éviter. Mais tout ça pour vous dire que oui, ce téléphone est bien capable de tout faire fonctionner, y compris des gros jeux 3D comme Real Racing Free, avec mon très bon accent. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien à tel point qu'en plus, on a une image fluide. Alors lorsqu'on lance Epic Citadel, Epic Citadel permet justement d'obtenir une image très fluide, un score très élevé de 60, rien du tout, de 45,1 images par seconde. Alors pourquoi j'avais 60 en tête et pourquoi j'étais en train de vous dire 60? Parce que 60 c'est le maximum atteignable aujourd'hui par un smartphone. 60 c'est la moyenne max d'un smartphone en mode ultra haute qualité et je ne l'ai eu qu'une fois. Hein, et sur un cas vraiment très précis avec un écran qui n'était pas à 1080p. Ici on est sur un écran 1080p qui donc nécessite beaucoup de ressources pour afficher une image fluide. Heureusement on a de bons composants et l'image pour le coup elle est fluide. Je le rappelle, 45,1 images par seconde, c'est largement supérieur aux 24-25 images par seconde que l'on estime nécessaire pour ne pas avoir d'image saccadée, hein, pour ne pas avoir de saccade à l'œil nu. Donc très bien, on est sur une belle image, on est sur une belle image et on est sur une image fluide. Donc en jeu 3D, je veux vous le dire, je vous le dis comme ça, c'est bien. Franchement, ça tourne très bien, ça pulse, l'image est bonne. Et alors maintenant pour parler des composants, parce que là je vous ai donné pas mal de petits chiffres, je vous ai donné des performances, mais je ne suis pas rentré dans le détail, je ne vous ai pas dit quels sont les composants. On est sur un processeur qui est un 4 cœurs 2,3 GHz, bon 64 bits ça ne veut pas dire grand chose, mais 4 cœurs 2,3 GHz, bon gros processeur quand même, qui est une particularité de ce téléphone, c'est un Intel 7262. Il est très rare de trouver des téléphones avec des processeurs Intel. Et bien pour le coup, ici on en a un. Alors est-ce que c'est mieux ou moins bien que les autres téléphones finalement qui ont du Mediatek ou du Qualcomm? C'est pas moins bien. C'est-à-dire qu'à niveau de gamme équivalent, on est sur un processeur qui s'en sort de la même manière et qui ne pose pas de problème de compatibilité avec des jeux et des applications. En tout cas pas à ma connaissance. Donc on est sur un processeur qui est tout à fait sympathique. On est sur un téléphone qui est doté de 4 gigaoctets de RAM, donc de mémoire vive. Là aussi, c'est largement suffisant pour faire du multitâche, parce qu'il y a encore des téléphones aujourd'hui qui sont en 1 ou 2. Donc là, on en a 4, on est bien large, là, on a vraiment de quoi gérer du multitâche et des grosses applications bien gourmandes. Et on est sur un processeur graphique qui, c'est aussi original finalement que le processeur Intel. Et bien, on est sur un processeur graphique qui est un PowerVR 6430, ce qui parlera aux connaisseurs. Pour les autres, et donc le commun des mortels dont moi, eh bien, sachons tous que ce sont des composants qui sont tout à fait bons et qui sont plutôt dans la tendance moyen haut de gamme. Voilà, limite du haut de gamme, moyen haut de gamme. Alors à côté de ça, il y a un autre élément sur ce téléphone qui est intéressant, finalement, c'est sa mémoire de stockage. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, on a bien un emplacement micro SD, hein, je vous l'ai montré ici, sous le cache batterie, on peut ajouter une carte micro SD qui va jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire. Alors ça, c'est un bon point. Alors quand le constructeur dit 128 Go supplémentaires, c'est qu'il l'a testé avec des cartes de 128. Mais il est carrément, enfin j'imagine, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, c'est carrément possible, j'imagine, sur ce téléphone, de mettre des cartes de 200 Go. Alors les cartes de 200 Go valent encore très cher aujourd'hui, hein. Il y a SanDisk qui en a sorti une, d'ailleurs je vous l'avais testé, je vous l'avais montré. C'est une carte qui vaut encore quand même pas mal de centaines d'euros. Bon, on va rester sur la 128, mais sachez que ce téléphone est, j'imagine, parfaitement compatible avec les futures cartes micro SD qui vont sortir et qui auront des capacités autrement plus importantes encore.
Mais quoi qu'il en soit, on est sur un téléphone donc, qui accepte de la micro SD, mais on est quand même sur un téléphone qui dispose d'une mémoire de stockage interne très sympathique, puisqu'elle est élevée. Alors il faut savoir que de base, le téléphone est soi-disant revendiqué comme ayant 64 Go de mémoire de stockage, c'est ce que dit le constructeur. Maintenant, dans la réalité, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, que vous faites les premières mises à jour, et il y en a, eh bien, il faut savoir que le téléphone tombe à 54,2 Go de mémoire de stockage disponible. Donc finalement, au lieu de 64, vous en avez 54,2, vous en perdez presque 10. Mais bon, ça c'est lié à la surcouche, aux applications, au système d'exploitation bien sûr, à la règle de calcul. De toute façon, vous avez 54,2 gigaoctets de mémoire de stockage disponible. C'est quand même, vous le remarquerez, vous le constatez, je pense que c'est quand même très confortable. Très confortable. Alors au niveau de la connectivité de ce téléphone, alors il y a plusieurs petites choses, hein. Les amateurs avertis l'auront... Ah, hop, ça c'est le capteur photo frontal, c'est le capteur de luminosité de proximité qui palpite un petit peu, mais je vous rassure, à l'œil nu ça ne le fait pas. Hein. Quand vous êtes à l'œil nu, vous ne le voyez pas, mais là c'est avec la caméra justement, la caméra arrive à capter le signal, ou en tout cas ce battement. Donc, on distingue ici notamment un bon nombre de choses. Avec ce chariot de notification qui fait partie de la surcouche d'ailleurs, on remarquera notamment que ce téléphone est bien sûr doté du Bluetooth. Il est bien sûr doté du Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, c'est du A, B, G, N, AC, la totale. Enfin, il y a tout. Il y a toutes les fréquences, il y a toutes les normes nécessaires sur le Wi-Fi. À côté de ça, on est sur du Bluetooth 4.0 EDR. Ça parlera aux connaisseurs qui veulent savoir si on peut le mettre avec une voiture. Enfin, si on peut brancher ce téléphone avec une voiture. Brancher entre guillemets. On a aussi du NFC. Ouais, bon, il y a bien du NFC sur ce téléphone. Bien sûr, à côté de ça, on a plein d'autres choses. Alors, première chose que j'ai oublié de vous indiquer, que je vous indique maintenant, c'est que ce téléphone est bien 4G LTE. Donc, il est 2G, 3G, 4G LTE. Il est doté, bien sûr, des 4 fréquences nécessaires pour les appels et les SMS, donc la fonction GSM même. Donc, rien à redire à ce niveau-là. Et les accroches sont bonnes. Hein. Ne cherchez pas de petites bêtes sur ce point-là. Les accroches qui sont les accroches Wi-Fi, GSM, 4G sont bonnes. Je n'ai pas noté avec ce téléphone de déconnexion intempestive. Je m'accroche à un réseau avec ce téléphone, ça reste stable. Donc ça, c'est un bon point supplémentaire. Ce téléphone dispose aussi d'autres connectivités. Il dispose du GPS, et alors là, pour le coup, c'est festival. Hein. Il est AGPS, GPS, GLONASS, BDS. Et alors, Asus a réussi à trouver des normes que je connaissais même pas. Il est QZSS et SBAS. Donc là, pour le coup, je ne vais pas m'avancer. Enfin bon, en tout cas, il y a tous les réseaux satellitaires. Bon, en plus, GPS, GPS, il n'y a pas de problème là-dessus. À côté de ça, on a aussi de la radio FM. Alors la radio FM, comme d'habitude sur un téléphone, il faut brancher le kit piéton en guise d'antenne. Alors radio FM, voilà, c'est ici. On va la regarder, voilà. Il faut connecter le casque en guise d'antenne. Ok, bon, soit. Mais il y a bien le radio FM. Point supplémentaire positif. On a aussi un emplacement micro SD, ça je vous en ai déjà parlé, et un emplacement pour carte SIM, je vous en ai aussi parlé. Alors à côté de ça, on a tous les capteurs qui sont nécessaires. Hop, pour illustrer mon propos, je vais tout simplement prendre cette fameuse petite application ici, et on voit que l'on a bien sûr tous les capteurs nécessaires, mis à part le capteur de pression. Bon. Et mis à part le capteur de température, ce qui sont encore deux capteurs relativement rares à trouver sur les smartphones et qui ne sont pas forcément très utiles. Hein. C'est rare les téléphones qui en disposent et l'usage que l'on en fait est encore plus rare. Mais à côté de ça, ce qu'il faut mémoriser, donc, c'est que l'on a bien de l'accéléromètre, de la boussole, du capteur de proximité, du capteur de luminosité, etc. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a du gyroscope, hein. Vous pouvez aussi utiliser ce téléphone en mode réalité virtuelle, dans un cardboard par exemple, dans un casque VR, ça marche parfaitement. D'autant plus que le téléphone est suffisamment puissant pour tout faire et qu'il a un écran 1080p. Donc pour la VR, on est pas mal là. Alors à côté de ça, quand on parle de connectivité, il y a quand même un point supplémentaire sur lequel il faut s'attarder, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. Ce qui fait que le téléphone a une capacité à émettre plus ou moins d'ondes lorsque l'on appelle justement. Eh bien, ce téléphone a un DAS de 0,432 watts par kilo, ce qui est largement inférieur aux 2 watts par kilo, qui est la norme légale à ne pas dépasser, largement inférieur à ma propre norme psychologique, on va dire, de 1 watt par kilo. Au-dessus, j'utilise pas le téléphone. Quand c'est un téléphone perso et qu'il a plus de 1 watt, moi je le prends pas. Aujourd'hui, j'ai même tendance à dire 0,8, et on a sur le marché des téléphones qui sont à 0,2, 0,3, 0,4, qui sont plutôt des ultra haut de gamme. Bah là, on est à 0,432 watts, donc en termes de capacité d'émission d'onde, donc en DAS, eh ben on est pas mal. On est parmi les bons élèves. C'est pas un score bluffant non plus, il y a mieux, mais on est dans la bonne norme. Et ça, c'est un bon point supplémentaire, encore un autre. Alors au niveau du système d'exploitation, il est temps d'arriver à la grosse partie, une des grosses briques de sujet, hein, j'entends, de ce téléphone. Parce que la grosse brique, le téléphone, c'en est une aussi, hein, c'est une brique, hein, le téléphone.
Jeu de mots, lol. Bon, blague à part, donc ce téléphone, il est doté d'un système d'exploitation, vous vous en doutez, qui est, alors ça, c'est assez facile à voir, de toute façon quand on connaît un petit peu, mais qui est un Android 5.0. Alors quand je dis que c'est assez facile à voir, c'est assez facile à voir qu'on est sur un Android. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de connaître la version, hein, parce que comme ça, au premier coup d'œil, en général, c'est assez difficile. Surtout qu'en plus, Asus a mis une surcouche de dingue, mais alors une surcouche, mais hyper, on va dire, elle est au mieux gourmande, mais il y en a dans tous les sens. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, ce téléphone est doté de 5.0, donc c'est Lollipop, Android 5.0. Ce téléphone, à ma connaissance, n'est pas prévu pour basculer en 5.1, ni même 6.0, ni même en 7.0. Donc aujourd'hui, selon moi, Asus n'a prévu aucun programme de mise à jour du système d'exploitation. Par contre, rassurez-vous, il y a des mises à jour correctives. Donc il y a quand même des patchs qui sortent de manière régulière pour régler quelques petits problèmes, bugs, etc. Donc ici, on est sur un téléphone qui est doté donc d'une version de système d'exploitation qui est un peu âgée, mais qui n'est pas non plus dramatiquement âgée, puisqu'entre la 5.0 et la 5.1, les modifications sont vraiment minimes. Entre la 5.1 et la 6, elles le sont encore. Et bon, avec la version 7, on verra ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas de téléphone en 7.0. Et je vous en parle pas plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone, il a beau avoir un 5.0, ça marche très bien. Alors, la particularité, c'est que, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, Asus a mis une surcouche de fou furieux. Et il faut savoir qu'Asus est sans doute aujourd'hui le constructeur, donc en 2016, qui est celui qui a la plus grosse surcouche. C'est-à-dire que c'est assez étonnant ce que je vais vous dire, mais il y a quelques années, donc à peu près 2014 encore, il y avait un constructeur, qui est un sud-coréen, qui avait pour habitude de mettre des surcouches, mais vraiment énormes, Mouse. Ce constructeur sud-coréen s'est tellement fait taper dessus, à force de justement mettre des surcouches gourmandes et inutiles parfois en usage, avec certaines applications inutiles, que finalement ce constructeur depuis 2015 a décidé de basculer sur des surcouches beaucoup plus légères. Il ne s'agit pas d'Asus. Asus, constructeur taïwanais, a décidé de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, que ce soit pour les téléphones ou pour les tablettes, les surcouches Asus, elles deviennent de plus en plus gourmandes, de plus en plus grosses. Et on se retrouve avec des fois des applications, et alors là, ce que je suis en train de dire a l'air un petit peu taquin, un peu critique. Il y a quand même des bons points dans la surcouche, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a quand même énormément d'applications qui, des fois, peuvent être redondantes. On a des applications qui sont inutiles. Alors, dans le registre des applications redondantes, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, par exemple, il faut savoir que Asus a décidé de mettre sa propre galerie photo. Ok. Alors, elle s'appelle Galerie, il faut juste que je la retrouve. Ici, Galerie. Voilà. Alors, Galerie, ok, c'est la galerie photo d'Asus proposée par Asus. Mais bon, il y a quand même l'application photo proposée par Google en natif et qui n'est pas moins bonne. Il y a des petites choses comme ça qui sont proposées par Asus et qui sont redondantes avec les fonctions de base du téléphone. Par exemple, à un moment donné, il y a Note, me semble-t-il, qui est une application mémo, voilà, qui est une application qui permet de prendre des notes. Et vous allez pouvoir reprendre après Do It Later, qui est presque similaire et qui permet de gérer des tâches, une liste de tâches à faire. Mais entre des mémos et des tâches à faire, finalement, c'est à peu près la même chose. Donc, on a des applications qui sont redondantes, on a des applications qui sont peut-être pas forcément très utiles. Bon, il y en a qui sont quand même sympathiques, sur lesquelles je vais revenir, mais Do It Later, par exemple, elle n'est pas mauvaise. Memo non plus. Mais c'est des applications que vous auriez pu installer par vous-même. Et le défaut de ces applications, sans être des applications mauvaises, le défaut de ces applications, c'est que si vous les trouvez inutiles, vous ne pouvez pas les flinguer, vous ne pouvez pas les supprimer. Elles ne sont pas désinstallables, elles ne peuvent être que désactivées. C'est-à-dire que vous pouvez limiter l'usage de cette application sur le téléphone. Ça, c'est à mon avis une bêtise. C'est à mon avis une bêtise parce que même si elles peuvent être sympathiques, je me répète, le fait de les rendre indésinstallables, voilà, c'est pas très français, mais enfin indésinstallables, de ne pas pouvoir les rendre désinstallables, pour moi, ça m'embête un peu quand même. Donc on est sur une surcouche qui est là, qui est présente, qui se montre, alors qui n'est pas désagréable, mais qui est là et qui se manifeste. Hein. À côté de ça, en plus, on a des applications natives qui sont installées donc en natif, en défaut, mais qui sont extrêmement énervantes, extrêmement inutiles. Au mieux, on a vraiment envie de s'en passer, mais bon, quand je vous dis c'est au mieux, parce que moi en général, quand je les vois installés par défaut, ça me fatigue un petit peu. On a Clean Master par exemple. Clean Master, ok. Clean Master Security aussi, CM Security, pardon, pour être plus précis. On a ces applications-là, qui sont des applications qui sont clairement liées à des deals commerciaux entre le constructeur et justement ces éditeurs d'applications et qui franchement ne méritaient pas d'être placés. On a Dr Booster, qui pour moi est une application inutile par excellence. C'est vraiment le genre d'application inutile. Mais par chance, les applications que je viens de vous citer et qui ne sont pas d'Asus peuvent être désinstallées. Donc c'est quand même mieux, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc on est sur une surcouche qui est là.
qui est présente, c'est une grosse surcouche et qui est qui est complètement à contre-courant du reste de la tendance actuelle qui est plutôt d'avoir des surcouches minimalistes. On a des constructeurs qui vont dans le minimalisme maintenant, qui font même plus simple que l'Android de base, c'est quand même un monde. Et ici, on a un constructeur qui est complètement parti dans la tendance inverse et qui en rajoute de plus en plus, d'année en année, de mois en mois, et c'est valable sur tout, hein, c'est valable sur les tablettes, sur les smartphones, comme je vous le disais. C'est vraiment la surcouche. Alors, elle s'appelle d'ailleurs, pour information, elle s'appelle Zen UI, donc Zenfone, Asus Zen UI 2.1. Alors, je vous ai parlé de CleanMaster, je vous ai parlé de CM Security, je vous ai parlé de Dr Booster, donc des applications que vous allez simplement flinguer très rapidement. On peut aussi parler de certaines autres choses qui là pour le coup sont un peu plus utiles, parce que bon, je suis très taquin, je tacle beaucoup, mais on a Asus Mobile Manager, qui est une application Asus, qui d'ailleurs est complètement redondante avec avec CleanMaster. Donc du coup, pourquoi installer CleanMaster si ce n'est pour un deal commercial? Donc on est sur ici une application qui permet de gérer de la RAM, la ROM, qui permet de gérer l'autonomie du téléphone, donc d'accéder au mode économie d'énergie. Cette application-là, typiquement, elle est très utile, elle est très sympa. Donc bon point. On a d'autres applications, on a notamment l'assistant audio. Ah bah là voilà, je vais le retrouver, c'est assistant audio. C'est le mode équaliseur sur lequel j'ai bugué tout à l'heure et que je ne retrouvais pas. Alors vous pouvez l'activer ou le désactiver, hein, au choix. Si vous le désactivez, forcément, vous n'avez plus d'accès au pré-réglage et le téléphone se comporte avec un son qui est complètement flat. Si vous l'activez, forcément, soit vous accédez au pré-réglage, soit vous accédez tout simplement à un mode auquel vous réglez vous-même, justement, la courbe du son. Voilà, voyez. Bon, là je suis en train de faire n'importe quoi, parce que si je mettais le son comme ça serait vraiment pas bon, mais vous avez la possibilité donc de régler justement l'équaliseur du téléphone. Ça, c'est une bonne note supplémentaire au niveau du téléphone. Comme quoi, la surcouche, je suis assez taquin, mais il y a quand même des bons points. Do It Later, je vous en ai parlé. Il y a aussi notre application qui s'appelle Laser Ruler. Très bon accent, hein, vous l'avez remarqué. Toi aussi, mets dans les commentaires si tu aimes mon accent en anglais. Hashtag accent en anglais. Et bon voilà, donc le laser ruler, en fait la règle laser, c'est tout simplement quelque chose qui va mesurer la distance avec le capteur laser qui accompagne le capteur photo. Voilà, ce fameux capteur laser que vous voyez d'ailleurs palpiter ici, que vous ne voyez pas palpiter à l'œil, hein. Je vous rassure, à l'œil nu ça ne se voit pas, mais la caméra, encore une fois de plus, est suffisamment rapide, entre guillemets, pour détecter justement la palpitation ici. Donc, hop, j'appuie, c'est efficace, et je sais que le téléphone se trouve ici à 15,9 cm de ce plan qui est ce bureau. Donc, ce capteur laser permet non seulement d'améliorer l'autofocus, je vais y revenir d'ici quelques instants, en tout cas sa rapidité, mais ça permet aussi d'avoir cette petite notion de mesure, de distance. Et c'est pas mal, notamment quand vous êtes dans une pièce, que vous voulez mesurer la pièce. Alors vous voyez, bon, c'est un usage assez restreint, vous n'allez pas faire ça tous les jours, hein. Vous n'allez pas vous amuser à rentrer dans un appartement et bingo, à mesurer toutes les pièces. Bon, c'est un usage assez restreint et assez ponctuel, mais vous avez cette application par défaut, bon, soit. Celle-là, je la trouve pas trop mal, je la trouve assez maligne. Vous avez aussi lampe torche, qui permet d'allumer le flash LED, pardon pour vos yeux, là, pour le coup, je vous ai peut-être mis un coup de lampe, mais qui permet donc d'allumer le flash LED en tant que lampe torche. Bon, après, ça se désactive, vous voyez. Bon, donc ça aussi, c'est une petite application, bon, c'est pas transcendant en soi, mais c'est un petit usage supplémentaire. Il y a quoi d'autre? Il y a MyAsus, alors MyAsus, si je la retrouve... Voilà, qui permet en fait de rentrer en conversation avec le support d'Asus si vous galérez un peu avec votre téléphone, soit. Vous avez aussi notre application qui s'appelle Photocollage, qui permet de gérer des collages. C'est-à-dire que vous allez prendre plusieurs photos et organiser, par exemple, ici, et hop, on va faire n'importe quoi, on va prendre ça comme ça, on fait suivant, voilà, on a pris 6 photos, voilà, et ça organise un petit collage, une sorte de petit album, voilà, et vous pouvez déplacer les photos, vous pouvez faire ce que vous voulez, bon, ok. Petite application supplémentaire ludique au niveau de la photo, parce que je le rappelle, ce téléphone c'est quand même un téléphone photo, c'est un photophone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Web Storage. Web Storage, ça permet de bénéficier notamment d'un espace cloud, un cloud proposé par ici Asus, et qui vous permet d'avoir 5 Go de mémoire de stockage en ligne. Alors bon, quand on sait que Dropbox arrive très facilement à proposer 10 Go, 50 voire même 100 sur certains téléphones, ici on est à 5 Go, ça semble un peu faible. D'un autre côté, moi, la mémoire cloud, je considère ça comme une mémoire de sauvegarde, et 5 Go, je considère que c'est parfaitement suffisant pour une mémoire de sauvegarde. Donc voilà, on a fait le tour qui n'est pas exhaustif, c'est ça qui est assez étonnant. On a fait un tour qui est très loin d'être exhaustif de tout ce qui est proposé par ce téléphone. Petite parenthèse supplémentaire, par exemple, on bénéficie d'un magasin de thèmes. Vous pouvez changer les fonds d'écran, les icônes, les écrans de déverrouillage avec cette notion de thème. Comme quoi, il y en a plein.
Et là, comme je vous l'ai dit, je suis très loin d'être exhaustif. Rien qu'en allant dans les paramètres du téléphone, on retrouve encore des fonctions supplémentaires. On retrouve notamment le mode enfant qui permet de gérer les blocages, des blocages justement pour éviter que bien des enfants puissent accéder à du contenu un petit peu particulier. Vous avez notamment des gestes tactiles supplémentaires, donc ça c'est plutôt de la fonctionnalité. Un W par exemple quand l'écran est allumé permet de, mais ça c'est customisable, d'allumer le navigateur. Un S permet d'allumer le capteur photo. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, j'éteins le téléphone. Je fais un W, hop, bingo, je me retrouve avec le navigateur internet qui lui-même d'ailleurs a été customisé par Asus. Voilà, donc il y a énormément de choses. Si je devais toutes les détailler, la vidéo durerait probablement 1 heure, voire même plus. On va pas aller outre mesure, mais sachez que ce que je viens de vous dire, c'est la surcouche est extrêmement complète. Et certains diront qu'elle est extrêmement gourmande. Alors, bon, voilà, je ne vais pas m'attarder dessus encore une fois de plus, mais vous avez mon opinion sur cette surcouche. Au niveau de l'usage, donc il est temps de passer à l'usage et de vous dire ce que je pense notamment de 2 usages de ce téléphone. Alors je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est lecteur MP3, lecteur vidéo, capacité à faire du jeu 3D, bon tout ça je vous en ai déjà parlé tout au long de cette vidéo, je vous ai parlé des performances. Ce téléphone est capable de tout faire fonctionner. Ce qui est intéressant sur ce téléphone, c'est 2 notions principales. C'est la qualité photo et c'est l'autonomie. Alors, je vais commencer par l'autonomie, puis je finirai par le capteur photo, qui est quand même le point essentiel de ce téléphone, mais je le mettrai en dernier parce qu'il mérite qu'on s'y attarde et qu'on prenne un peu plus de temps. L'autonomie de ce téléphone, eh ben, ce téléphone a une bonne autonomie. Elle n'est pas bluffante, sauf si vous gérez bien votre consommation énergétique avec le mode autonomie d'énergie, enfin économie d'énergie, parce que vous pouvez aller très loin. Avec le mode économie d'énergie, ça baisse la luminosité à fond, par exemple, ça réduit donc les connectivités, ça limite l'usage. Avec ça, vous pouvez tenir plusieurs jours. Mais bon, c'est au prix, justement, au sacrifice, notamment, des performances et des usages de ce téléphone. Mais si vous allez laisser le téléphone en mode usage normal, c'est-à-dire mode performance, c'est comme ça que ça s'appelle, l'autonomie de ce téléphone, c'est 1 journée avant d'être rechargé. Donc ça, c'est simple, c'est que ce téléphone est dans la bonne norme. Il est dans le 1 jour avant la recharge. 1 heure de vidéo avec ce téléphone, c'est 20% de batterie consommée. Voilà, donc on est dans la bonne norme, on est dans le bon standard. Donc le bon point, c'est que ce téléphone est peut-être un peu énergivore, mais heureusement il a une batterie de 3000 mAh, ça compense. Autre bon point, c'est que ce téléphone est doté de la recharge rapide. On est avec ce téléphone, ce téléphone est accompagné d'une batterie non, mais d'un adaptateur secteur, je vais y arriver, de 2 ampères, donc ce qui permet donc de bénéficier de la recharge rapide, puisque ce téléphone est compatible recharge rapide, et une recharge complète de ce téléphone de 0 à 100%, c'est à peu près 1h30 à 2h maximum quand vous le rechargez sur le secteur, pour le charger de 0 à 100%, donc vous l'avez compris. Donc on est sur un téléphone qui se recharge vite, on est sur un téléphone qui d'ailleurs c'est revendiqué par le constructeur, mais à peu près une demi-heure pour passer de 0 à 60%, donc c'est quand même pas mal du tout. On est sur un téléphone qui a une bonne autonomie, elle n'est pas bluffante, il y a quand même des téléphones qui arrivent à 2 jours aujourd'hui, il y a des téléphones par contre qui n'arrivent même pas à 1 journée. Ici on est sur un truc standard, 1 journée avec recharge rapide. Bon point. Autre notion, donc là pour le coup on va s'y attarder longtemps je pense, c'est le capteur photo. Le capteur photo dorsal. Alors il y a plein de choses à dire, et la meilleure manière justement de vous rendre compte de la qualité de la photo, en tout cas de la qualité photo offerte par ce téléphone, c'est de vous rendre sur l'article de test, puisque sur l'article de test qui est publié sur le site de Tough for Phone, il y a 2 échantillons photo, un pris avec l'arrière, un pris avec l'avant, qui vous permettront de vous faire votre propre idée par rapport aux propos que je vais vous donner maintenant. Alors, si on rentre dans les specs, il faut savoir que ce capteur photo est un 13 mégapixels. Alors, 13 mégapixels de nos jours, c'est pas bluffant en soi. Et d'un autre côté, je veux dire, on s'en moque. On n'a pas besoin d'avoir un capteur photo de 20 mégapixels pour prendre des bonnes photos. Un 8, ça se débrouille déjà très bien. Un 13 mégapixels, ça permet déjà de prendre des photos avec une bonne résolution, largement affichable sur votre écran d'ordinateur, voire même pour certains, imprimable. Parce qu'il y a encore des gens qui impriment des photos, mais c'est rare. Bon. Donc on est sur un 13 mégapixels. C'est pas bluffant en termes de nombre de mégapixels, mais c'est largement suffisant et dans la bonne norme. Ce capteur photo, eh bien, il est accompagné d'un zoom. Alors il y a un zoom numérique, qui est le logiciel. Alors le zoom numérique, c'est quand vous prenez une photo, le zoom numérique, en fait, ça va prendre une partie de la photo. Donc en gros, vous allez couper une photo, vous allez utiliser la fonction cropper, rogner, crop, et vous allez prendre une photo en fait qui est plus petite dans un grand échantillon photo, ce qui devient ridicule finalement. Et ce qui fait que moi, d'ailleurs, à titre personnel, je ne prends jamais de photos avec des zooms numériques. Je trouve ça ridicule parce que ça ne sert à rien, puisque ça gâche une partie de la photo. Autant la prendre en pleine taille et puis la retailler sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou sur votre smartphone avec une application photo complémentaire. Mais il vaut mieux garder un fichier natif non croppé, non resizé, non à rogner, quoi. Donc du coup, zoom numérique, il y en a un, x4, mais à mon avis, il est inutile. Et il est inutile, c'est pas une remarque uniquement sur le Zenfone, c'est pour tous les téléphones, c'est tout le temps pareil.
Le zoom numérique, j'aime pas ça. Bon, ça c'est mon avis. Maintenant, ce téléphone possède la particularité, et c'est ce qui en fait son originalité, de disposer d'un zoom optique. C'est-à-dire que là, pour le coup, on ne croppe pas la photo, on ne resize pas la photo, on ne la rogne pas, autant de mots pour dire à peu près la même chose. On prend une photo qui est de toute façon toujours avec la même résolution, mais c'est un jeu de lentilles, donc de verre, qui vont permettre de zoomer plus ou moins. Ce téléphone dispose d'un zoom optique, rare donc sur un téléphone, qui est un x3. Alors, rare sur un téléphone, il y a déjà des téléphones qui ont eu des zooms optiques x3, voire même plus gros. Mais bon, plus gros le zoom est, plus en général, on est obligé de mettre des lentilles de plus en plus grandes, quitte à avoir même presque un appareil photo avec un vrai zoom qui sort. Enfin, un vrai optique qui sort. Là, pour le coup, c'est pas le cas. On est vraiment en interne. Donc, on a un zoom optique x3, donc avec un jeu de lentilles qui doit apparemment se trouver par là. Voilà. Donc, tout en longueur ici, ce qui génère cette épaisseur de téléphone. Donc un zoom optique x3 qui est sympathique. Bon, soit. Là aussi, encore une fois de plus, je ne suis pas hyper fan du zoom optique, sauf pour des photos qui sont de type portrait monument. Paysage monument. Parce que quand vous êtes en mode portrait, mais bon, ça c'est le côté photographe qui parle, amateur photographe que j'ai été, quand on prend des photos de portrait, c'est pas le zoom qui doit travailler, hein. C'est vous, photographe, qui devez vous approcher de votre modèle et essayer de gérer justement votre optique et de votre photo. C'est pas en mettant le zoom, ça sert à rien. Donc bon, pour des portraits, le zoom optique n'est pas très utile. Pour des paysages et des monuments, enfin des photos statiques, des photos de choses statiques, et donc c'est contraire aux gens, les gens ne sont pas statiques en général, il vaut mieux donc ne pas utiliser le zoom optique. Enfin bon, vous m'avez compris, je ne vais pas y revenir là-dessus, mais il y a bien un zoom optique dans ce téléphone, et ça, c'est quand même un bon point qu'il faut souligner, parce que ça fait sa différence par rapport à d'autres. On est d'accord? On est d'accord. Bon, à côté de ça, ce téléphone dispose aussi de plein de modes supplémentaires, de plein d'options supplémentaires. Donc le flash LED notamment est un flash LED dit dual tone. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un double flash LED, hein, donc vous voyez il y a deux petites lumières, enfin si la caméra fait son zoom, ouais, c'est bon. Il y a deux petites lumières LED, il y en a une qui est légèrement teintée orange et l'autre qui est plutôt teintée jaune-blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a bien deux flash LED, mais que les deux vont gérer une sorte de compensation de couleur pour éviter d'avoir une photo trop pâle. Parce que le problème avec un flash LED, c'est que quand vous prenez quelqu'un en photo avec un flash LED unique blanc, en général, ça lui met un méchant coup de photo de flash, et ça le rend tout pâle. Quelle que soit la couleur de sa peau native, hein, quel que soit si bronzé, pas bronzé, noir, blanc, brun, tout ce que vous voulez, quelle que soit la couleur de peau de la personne que vous prenez avec un flash LED blanc, il devient tout blanc le gars, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Ici, on a un dual tone, donc la particularité, c'est que ça tend à rendre la photo moins pâle, et donc le visage de la personne moins pâle. Bon, ça c'est quand même un bon point. Autre chose, vous l'avez vu palpiter tout à l'heure, ici il y a bien un capteur laser, donc ce qui veut dire qu'en fait l'autofocus dont est doté ce téléphone est accompagné d'un capteur laser qui va accélérer sa mise au point. Donc c'est vrai, effectivement, vous allez le voir d'ici quelques instants, la mise au point est très rapide, très efficace, et ça c'est lié notamment au capteur autofocus qui lui est rapide, mais accompagné d'un capteur laser qui le rend encore plus efficace. Justement qui permet de mesurer la distance entre le capteur et la personne, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le laser rouleur. Donc ça c'est un bon point supplémentaire. Autre bon point supplémentaire que vous ne pouvez pas voir ici, puisque c'est intérieur au téléphone, au capteur, c'est que le capteur est stabilisé. Alors c'est pas une stabilisation numérique, c'est une stabilisation optique, ce qui veut dire que ce téléphone est capable de gérer un petit peu vos mouvements. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo, vous ne pouvez pas, vous avez beau avoir cette impression, ça n'est pas possible. Quand vous prenez une photo, vous avez beau avoir l'impression d'être le plus statique possible, le plus rigide possible, quand vous prenez votre photo, en fait, vous avez cette facilité naturel, c'est valable pour tout le monde, à faire des micro-mouvements. Bon là j'exagère justement pour vous montrer ce que ça peut donner, mais quand vous prenez une photo, vous avez beau être statique en fait, vous bougez un peu. Donc pour éviter ce qu'on appelle ce flou de bouger, c'est un flou de bouger, on a sur certains appareils des capteurs stabilisés. Les capteurs stabilisés, c'est un jeu de lentilles qui flotte et qui permet notamment de contrebalancer justement vos petits mouvements. Ce téléphone est donc doté d'un optique qui a une stabilisation optique. Bon, voilà, là je me répète. Donc on est vraiment sur une panoplie de fonctions photo. Et alors, globalement, qu'est-ce que ça donne tout ça? Est-ce que ça donne des bonnes photos? Eh bien, à mon avis, ça donne des bonnes photos. Alors là, c'est le selfie. Alors, salut le selfie, donc sur lequel je reviendrai, parce que je vais vous reparler aussi du capteur photo frontal. Mais là, on va s'attarder sur le dorsal, puisque c'est le principal intérêt ici. Donc, hop, allez, on va l'embêter un petit peu ce téléphone, on va faire n'importe quoi, tac. Hop, vous l'avez vu, c'est rapide, l'autofocus se place vite. Voilà, hop, allez on continue.
Vous l'avez vu, c'est facile, c'est rapide, c'est efficace. Bon, ce que je vous ai montré, c'est que vous pouvez utiliser le bouton tactile, mais vous pouvez aussi utiliser le raccourci ici. Donc si on prend une photo avec le bouton de raccourci photo, ici, hop. Vous l'avez vu, c'est efficace, c'est rapide, et vous avez donc le bouton de contrôle de volume plus-moins qui vous permet de gérer le zoom. Voilà. Mais là, pour le coup, je vous rappelle, on est sur un zoom optique numérique. Mais là, la première tranche, c'est un zoom optique. Donc bon point. En fait, le zoom optique est optique jusqu'à x3. Après, quand vous dépassez le x3, eh bien, vous arrivez sur le numérique. Et là, pour le coup, c'est la qualité de la photo qui décroît. Donc je vous ai montré le capteur dorsal, maintenant je vais vous parler du capteur photo frontal. Et pour le capteur dorsal, donc, quelle est la qualité photo? Qu'est-ce que j'en perçois? Est-ce que je trouve que c'est bon ou est-ce que je ne trouve pas ça bon? Alors pour la qualité de la photo dorsale, alors je fais une petite parenthèse, j'ai un confrère qui trouve que la qualité photo dorsale est très passable. Alors je vous engage à voir, je ne suis pas le seul à avoir testé ce téléphone, vous l'imaginez, on est à peu près une demi-douzaine en France à avoir testé ce téléphone. Bon, certains confrères sont des amis et j'en ai déjà discuté avec eux. Donc il y en a un qui trouve que ce capteur photo et dorsal donne des photos qui sont bruitées. Je ne dirais pas la même chose. Je trouve que les photos prises avec le capteur dorsal de ce téléphone sont tout à fait bonnes. On est parmi la bonne tranche du marché, c'est-à-dire qu'on est parmi des téléphones qui sont haut de gamme, ultra haut de gamme. Il est clair qu'aujourd'hui, en 2016, il y a des téléphones qui valent 600 €, 700 €, tels que le Samsung Galaxy S7, S7 Edge, qui sont capables aussi de prendre des très très belles photos. D'ailleurs, c'est une référence du marché en photophone, même si ce n'est pas son ADN natif, c'est pas son ADN justement au S7, S7 Edge d'être un photophone, mais il prend des très belles photos. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on confronte les téléphones, donc tous entre eux, effectivement certains téléphones ont tendance à s'en sortir soi-disant mieux en capacité photo, mais parce qu'ils utilisent des petits tricks, ils sont un petit peu malins, et ils vont avoir tendance par exemple à mettre très fort la luminosité de certains aspects de la photo pour essayer de compenser un manque de netteté de la photo. Ici, on est sur un capteur photo dorsal qui, à mon avis, prend bien les photos, mais il est vrai que l'application, en tout cas le logiciel de traitement de photos, a tendance à extrêmement compresser les photos. En tout cas, c'est mon avis. Et ce qui donne quoi au final? Ce qui donne des photos qui ont tendance à teinter un petit peu plus vers le sombre que si elles avaient été prises avec d'autres téléphones qui sont ultra haut de gamme. Donc c'est pour ça que quand on fait la comparaison, on a l'impression que les photos d'autres téléphones ultra haut de gamme sont un peu plus fines. C'est qu'en fait elles teintent plus vers le clair, alors que là on est en train d'aller vers un peu plus sombre, et que effectivement ça donne ce sentiment de bruit, c'est-à-dire de manque de piqué de netteté, mais un peu plus de bruit, c'est-à-dire des couleurs qui sont un peu plus plates et un peu plus teintant vers le sombre. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que malgré l'avis de certains confrères, que j'apprécie énormément, eh bien je trouve que ce téléphone se défend très très bien en photo. Donc je suis en train d'aller à contre-courant. Et c'est un peu ce qui fait l'objectivité de Tough for Phone et ce qui fait un peu ma différence avec les autres testeurs de Tough for Phone, c'est que on s'engage à dire ce qu'on pense. Et là pour le coup, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'affaire avec les autres marques. Moi, ce que je trouve, c'est que ce téléphone, il prend des bonnes photos. Voilà, c'est un vrai photophone. Et oui, effectivement, il y en a d'autres qui arrivent au même niveau, qui ne sont pas spécialement photophones, mais celui-là a des particularités supplémentaires, notamment, par exemple, vous l'avez compris, le zoom optique. Donc, fin de parenthèse, le capteur dorsal de ce téléphone prend des bonnes photos. Le capteur photo frontal que je suis en train de vous montrer depuis tout à l'heure et qui est en train de filmer la caméra qui est en train de filmer ce test, et qui maintenant, du coup, est en train de me filmer moi, enfin, en tout cas, le capteur photo, salut la caméra. Ce capteur photo frontal, qui est pour le coup un 5 mégapixels, prend des photos qui sont, on va dire, standards. Ce sont des photos qui sont correctes pour un selfie phone. Voilà, donc alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a des selfie phones qui sont quand même aujourd'hui dans les 8 à 13 mégapixels. Ici, on est sur un 5 mégapixels, mais encore une fois de plus, je me répète, il vaut mieux un 5 mégapixels qui fait bien son travail qu'un 8 mégapixels, voire un 13 mégapixels parfois interpolé, qui font n'importe quoi. Ici, donc, on est sur un selfie phone qui prend bien les photos. Il n'y a pas de capteur flash frontal, donc il n'y a pas de flash frontal. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Il y en a certains que ça dérange. Je trouve que le flash frontal, quand on prend des selfies, ça a juste tendance à hyper éclairer la face de la personne qui se prend en selfie, donc ça rend la photo complètement inutile, pas belle. Donc, on est sur un selfie qui, à mon avis, prend des bonnes photos. Rien à dire dessus. Voilà. Donc, bon, je ne peux pas critiquer un capteur photo frontal comme celui-là parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Je me rends compte que j'ai oublié de vous donner un détail. La vidéo, puisque si on a un capteur photo frontal de fou furieux comme ça, on peut peut-être se dire qu'il y a de la 4K sur ce téléphone. Et bien malheureusement non. C'est aussi un point qui est assez étonnant. C'est qu'on a un capteur photo ici, dorsal, qui prend des bonnes photos à mon avis, qui est un 13 mégapixels qui théoriquement peut faire de la 4K, c'est pas le problème. Eh bien on ne peut pas faire de la 4K.
ce téléphone ne fait que en mode vidéo que du 1080p. Donc ce qui est assez étonnant, j'ai du mal à savoir pourquoi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une limitation logicielle? Est-ce que c'est les performances du téléphone? Franchement j'en doute parce que le téléphone est largement suffisamment puissant pour faire de la 4K au niveau de la prise de vue, donc c'est assez étonnant. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ce téléphone n'est donc pas doté de la 4K. Il ne fait des films, des vidéos que en 1080p. Donc il lit en 1080p et il filme en 1080p. Je me rends compte aussi que j'ai oublié de vous parler de ce fameux accessoire qui est fourni avec le téléphone. Alors vous l'avez vu, il y a une petite housse pour porter l'accessoire, donc vous pouvez attacher ça à un porte-clés par exemple. Et cet accessoire qui est assez particulier, assez original, alors qui est assez original sur différents aspects. Donc un primo parce que pour l'utiliser, il faut vraiment s'amuser à enlever ça là. Et ce truc là est tellement fragile que j'ai l'impression à chaque fois que je l'utilise que je vais le casser. Donc autre particularité de ce truc, c'est que c'est quoi? C'est un flash LED supplémentaire. Et alors là pour le coup, autant je vous disais celui-là il marche bien, hein, donc ça c'est un bon flash LED dual tone qui balance déjà bien. Là, si vous avez envie d'éblouir la personne que vous prenez en photo et lui donner des flashs blancs dans les yeux pendant 10 minutes, vous avez gagné. Ça balance fort, 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 fort. Donc ça balance fort, mais par contre ça balance fort à courte portée, mais ça balance toujours mieux que ça. Mais c'est du 2-3 mètres à peu près, mais ça balance fort, hein. Vraiment ça éblouit. Et particularité supplémentaire, c'est que ce truc-là, vous venez de le comprendre, on ne sait pas vraiment comment le placer. Il n'y a pas de, voilà, hein, il y a un connecteur pour le mettre sur le micro USB, mais comment on le place? On le place ici. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré les slots des cartes micro SD et des cartes de la carte SIM. S'ils sont placés là, je pense que c'est pas pour rien. Et si la batterie est rendue inamovible, c'est pas pour rien. C'est que parce que ça là, ça justement, le flash LED supplémentaire que je suis en train de vous montrer, il est aimanté. Et justement, il est en train de s'aimanter à quoi? Il est en train de s'aimanter aux 2 slots de carte SIM et de micro SD. Voilà, tout simplement. Donc il ne s'aimante pas n'importe où ailleurs, il ne s'aimante que sur cette zone-là, qui est liée justement, vous l'avez compris, je pense, aux 2 slots. Alors il y a peut-être aussi un petit aimant à l'arrière, hein, je crois. Hein. Je ne suis pas sûr de ce que je suis en train de vous dire, mais je crois que dans justement le cache batterie, ici, donc dans ce cache batterie, dans cette zone précise, je crois qu'il y a un petit bourrelet intérieur supplémentaire qui est en fait un aimant. Donc comme quoi vous avez les slots et vous avez l'aimant qui permettent donc justement de maintenir le flash. Alors bon, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, j'arrête pas de m'amuser à faire ça. Qu'est-ce que je veux vous dire là-dessus? C'est que vous allez le connecter justement sur le connecteur micro USB, vous allez le connecter sur le connecteur, ça c'est beau ce que je suis en train de vous dire, je crois que ça va de soi. Voilà, vous le mettez dans le bon sens quand même, pas comme moi. Et après vous prenez une photo. Allez, on y va pour une photo, on balance, et hop là. Ah oui, alors pour le coup ça a balancé, mais ça a balancé, voilà, hop, vous l'avez vu, hein. Alors le truc c'est que quand vous prenez une photo justement avec le flash supplémentaire, ce flash complémentaire, l'appareil photo a tendance à devenir un tout petit peu plus lent. Comme s'il prépare quelque chose. Donc du coup, il ne faut vraiment plus bouger, bon, même s'il y a un stabilisateur optique, mais il ne faut pas que la personne en face de vous, elle bouge. Hein. Il ne faut pas que son sourire se change dans cette fraction de seconde pendant laquelle vous allez prendre la photo. Mais, bon, c'est pas très étonnant en soi. C'est pas très étonnant, c'est pas très anormal. Bon, cet accessoire-là, pour moi, il n'est pas forcément très utile. Il a le mérite d'être là, c'est un petit cadeau supplémentaire, pourquoi pas, qui accompagne sympathiquement ce téléphone. Particularité, c'est que je le trouve quand même extrêmement fragile au niveau de ce câble. Hein. Ça, si vous vous amusez à le déplier, à le plier tout le temps, là, plusieurs fois par jour, 2 fois par jour par exemple, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez avoir une vraie mauvaise surprise, parce que c'était un tout petit fil, caoutchouté, même pas gainé, qui en plus a tendance, bon, vous le voyez, à être rangé de cette manière-là. Hein. Le but, c'est de le ranger systématiquement de cette manière-là, sinon ça sert à rien. Et ça, franchement, je pense que ce petit câble, malheureusement, c'est un peu fragile quand même. Hein. C'est un peu fragile. C'est pour réduire l'encombrement, hein, je comprends ce qui a motivé Asus à faire la chose de cette manière-là, mais d'un autre côté, je pense que le câble est vraiment très très fragile. Bon, allez, fin de parenthèse, donc on a fait le tour vraiment de cette notion de téléphone et de cette notion de capteur photo. La vidéo dure déjà depuis près d'1 heure, hein, comme quoi c'est une vidéo de test très long, ça m'arrive rarement de faire des tests aussi longs. Donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense du téléphone. Donc forcément, je vais faire le récapitulatif d'un certain nombre de points que je vous ai déjà indiqués. Le premier point, c'est l'image. Je trouve que l'image donnée par ce téléphone est tout à fait bonne. On est sur un écran 1080p 5,5 pouces, effet cinéma garanti. On n'est pas au niveau de contraste d'un Super AMOLED, mais ça marche très bien. L'IPS est un bon écran justement, bonne luminosité, bons angles de vision. On est sur quelque chose de très bon au niveau de l'écran, hein. Très très sympathique. Au niveau du son, c'est pareil, un bon haut-parleur qui marche bien, une fonction avec equalizer, vous l'avez compris tout à l'heure, le jack 3.5 délivre bien. On est sur du bon aussi ici. Pas de critique à lui faire. Au niveau du design, vous l'avez compris, on est sur des matériaux qui sont de qualité, cadre métallique, Corning Gorilla 4 sur la face avant.
Le téléphone est malgré tout un petit peu lourd, un petit peu encombrant, vous l'avez compris. Pour l'utiliser notamment, il faut l'utiliser normalement à deux mains, mais vous avez un petit mode qui permet de le régler à une main. Voilà, vous avez la possibilité justement de le gérer à une seule main. Voyez. Donc là, quand il est comme ça, oui, on peut faire de la saisie SMS à une main. Mais bah, pour le coup, quand on fait de la saisie SMS à une main sur un téléphone de 5,5 pouces, bah là, je me demande si ça vaut vraiment la peine d'acheter un écran de 5,5 pouces. Bon. Mais vous avez le mode aussi, mode à une main, que je ne vous avais pas montré tout à l'heure et que je vous montre maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est sur un téléphone qui est performant. Alors, qui n'est pas bluffant en termes de performance, parce que oui, en 2016, on a déjà vu des bêtes de course arriver dans les 120 000 points. Ici, on est à 65 000 points en tout. Mais il fait tout. Il fait toutes les applications du moment. Il n'y a rien qui ne marche pas sur ce téléphone. Allez-y, lâchez-vous. Le dernier Pokémon Go à la mode, vous pouvez y aller. Clash of Clans, etc. Ça marchera sur ce téléphone. Bon, j'ai pas testé Pokémon Go, mais bon, soit. Je pense que ça passe. Je vois pas pourquoi ça passerait pas. Real Racing, Asphalt 8, Modern Combat, etc. Bon, tout passe sur ce téléphone. Les grosses applications GPS aussi. Pas de souci. D'ailleurs, je vous parle de GPS, on va aussi parler de la connectivité. Ah, il y a tout. Il manque peut-être l'infrarouge, ça pour les plus exigeants, mais bon, l'infrarouge, à mon avis, c'est pas très utile aujourd'hui de nos jours. Donc, on est sur un téléphone qui est ultra connecté et qui marche très bien d'ailleurs au niveau de ses connexions et qui a un bon DAS. Système d'exploitation, c'est sans doute un point faible de ce téléphone. Je trouve ça assez étonnant. Alors, non pas de la surcouche qui soit énorme à ce point-là. Donc ça, à la rigueur, encore, on peut s'y faire. On peut accepter ça, surtout que bon, c'est une surcouche qui rajoute un nombre d'effets spéciaux au niveau de l'ergonomie, au niveau justement du passage de panneaux, au niveau de la navigation, parce que vous pouvez trier le chariot d'applications comme vous voulez. C'est vraiment une grosse surcouche. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas désinstaller comme on veut les applications natives. Bon, ça, c'est un petit peu embêtant. Le vrai problème, à mon avis, c'est qu'on est sur un Android 5.0 qui, même s'il n'est pas mauvais, eh bien, n'est pas mis à jour en 6.0 et probablement pas en 7.0. Donc il y a quelque chose ici qui me surprend de la part du constructeur. C'est pas catastrophe ce que je suis en train de dire, c'est pas un point tellement négatif que vous ne pouvez pas acheter ce téléphone, mais c'est assez surprenant. C'est assez surprenant que le constructeur n'ait pas mis un 6.0 ou n'est même pas prévu aujourd'hui la mise à jour en 6.0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune annonce à ce niveau-là. Et ça, c'est un petit peu étonnant. Bon. Probablement en raison de la surcouche qui est tellement gourmande, il y en a tellement dans tous les sens que j'imagine que quand il faut mettre une mise à jour OS, le nombre de mises à jour qui doivent être faites sur les applications doit être juste colossal. Donc bon, c'est peut-être pour ça. Donc on a parlé du système d'exploitation et finalement on va parler maintenant du dernier point qui est quand même l'essentiel. L'autonomie, elle est tout à fait bonne sur ce téléphone et les capteurs photo, eh bien on est en face d'un vrai photophone. Oui, il y a tout aussi bon sur le marché, mais pas avec toute cette débauche de fonctionnalités qu'offre ce téléphone. Je le rappelle, capteur stabilisé, zoom optique x3 qui fait la différence parce que rares sont les téléphones qui ont des zooms optiques x3, capteur accompagné, donc capteur autofocus accompagné d'un capteur laser pour accélérer sa vitesse. On est sur quelque chose qui voilà, c'est une débauche vraiment de fonctions liées à la prise de photo. Il y a vraiment une débauche. Et alors le capteur photo frontal, eh ben, il fait un peu figure de parent pauvre par rapport au capteur dorsal, parce que le capteur dorsal, il a tout ce qu'on a aujourd'hui techniquement possible sur un capteur de photo smartphone. Le capteur dorsal, le capteur frontal, lui, c'est juste un 5 mégapixels. Donc là, on peut se dire c'est un peu bizarre, parce que finalement, il est un peu petit par rapport au reste. Mais bon, dans l'absolu, il prend des selfies qui sont tout à fait corrects. Donc rien à redire dessus. Voilà, donc la conclusion de la conclusion, c'est quoi? C'est est-ce que ce téléphone est un bon téléphone finalement? Est-ce qu'il tient sa promesse? Eh bien, à mon avis, oui, il tient sa promesse. Est-ce que c'est un bon téléphone? Clairement. J'ai du mal à lui faire des reproches, et les reproches que je lui fais sont des reproches qui sont même pas bloquants, à mon avis, au niveau de l'achat. Ce ne sont pas des problèmes qui sont des vrais problèmes, ce sont des notions que j'évoque parce que je suis très tatillon, et parce que c'est mon rôle de testeur, vous l'imaginez bien sûr. Mais ce téléphone est globalement un très bon téléphone, clairement. C'est un téléphone qui est peut-être un peu cher à la base, 550 €, 549 c'était peut-être un peu cher, même si techniquement il est très bien, c'est peut-être un peu cher. Mais aujourd'hui, comme on arrive déjà à le retrouver à 480 € et moins, on est déjà sur un téléphone qui, à mon avis, est la bonne affaire qu'il aurait dû être dès le départ. Donc on est sur, à mon avis, aujourd'hui son vrai prix, entre 420 et 440, ça commence à être une bonne affaire. Une bonne affaire pour qui aime justement prendre des bonnes photos, pour qui aime regarder des belles vidéos sur son écran 5,5 pouces, etc., etc. Donc je ne vais pas refaire la liste de tous les points que je viens encore de redétailler en conclusion, mais à mon avis, eh bien, j'insiste bien là-dessus, c'est un bon téléphone. Oui, vous pouvez l'acheter, vous n'aurez pas de regret à mon avis à ce téléphone, si ce n'est peut-être son poids, etc. Mais bon, enfin, encore une fois de plus, je ne vais pas revenir sur ces points. Donc c'est un bon téléphone, personnellement moi je le trouve sympa, donc je vous le recommande à l'achat. Si vous êtes
amateur de photos. Voilà, si vous aimez bien prendre des photos, alors je dis amateur, je dis pas expert de la photo. Expert de la photo, c'est boîtier réflexe, c'est du gros Canon, c'est du gros Nikon, etc. Là, c'est pour les amateurs de photos qui ont envie d'avoir quelque chose pour prendre des photos rapidement sur eux à chaque fois, bon capteur, voilà. Donc c'est pour cette tranche entre l'expert et le débutant, c'est-à-dire vraiment cet amateur photo qui a envie d'un appareil qui peut amener partout avec lui, double usage, smartphone, appareil photo. Voilà, donc c'est un peu ce double univers que l'on retrouve ici et qui m'amène à vous dire que oui, c'est un bon téléphone au final. Malgré peut-être certaines critiques de certains confrères qui ont été, à mon avis, un peu acerbes vis-à-vis de la qualité photo, puisque moi, personnellement, je la trouve quand même carrément pas mal. Peut-être un peu compressée quand même, les photos, mais finalement, c'est pas mal. Voilà, donc il est temps de se laisser là ici, donc sur un test qui dure depuis une bonne heure. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo qui, vous l'avez compris, est longue. Elle est longue pourquoi? Parce que ce téléphone, il y a plein de choses, il y avait vraiment plein de choses à dire dessus. C'est pour ça que j'ai pris le temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le temps. C'est pas juste pour le plaisir de parler, c'est parce que ce téléphone, il y avait des choses à dire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui fait bien plaisir. Je le rappelle, quand vous lâchez un pouce bleu, c'est pas spécialement le téléphone, hein, c'est le testeur, c'est moi qui suis en train de faire cette vidéo que vous, entre guillemets, récompensez. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait bien plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, hein, si ce n'est pas déjà fait. On est aujourd'hui près de 89 000 abonnés. C'est un petit bouton qui se trouve par ici, vous cliquez dessus, hop, vous êtes abonné. Ça aussi, ça nous encourage tout simplement, nous c'est l'équipe de Top for Fun, à faire plus de tests, toujours plus de tests si vous vous abonnez, c'est quand même aussi une manière de nous gratifier, de nous remercier. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est vous pouvez aussi commenter, hein, lâchez-vous dans les commentaires, donc c'est like, abonnement et commentaire, hein, vous faites tout ça dans la zone qui se trouve juste en dessous. Je vous le rappelle, vous avez le comparateur de prix qui se trouve ici cliquable en annotation et en description si vous voulez avoir le meilleur prix de ce téléphone. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, etc. Comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, on se laisse là. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.